Il est 11h03. Merci d'être avec nous. 11h03. Nous sommes ensemble pour débattre autour des trafics de stupéfiants et particulièrement de la cocaïne, mais drogue banalisée aujourd'hui, bien souvent, débattre de la consommation de drogue, de cocaïne, avec tous nos invités ce matin. Par ordre alphabétique, le docteur Amine Benyamina, qui est professeur en psychiatrie addictologie à l'université Paris-Saclay, Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID, auteur des Hommes en Noir. Ça, c'est un roman, hein, oui, les Hommes en tout à Noir, fait, hein, Jean-Michel Fauvergue. Mais j'ai remarqué votre tribune autour de la lutte contre les trafics qui passe, dites-vous, par un renforcement massif de la vigilance bancaire. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous avons aussi avec nous, et je l'en remercie, Marie-Geoffrey Roustide, qui est sociologue à l'INSERM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Félix Marcard, qui est cofondateur du réseau social Black Elephant, addict à la cocaïne pendant 25 ans, c'est cela ? Pas tout à fait. Pas tout à fait 25 ans. 25 ans. On y reviendra, Jean-Marc. On y reviendra, Jean-Jacques, oui. Oh là là. Oui, non, on y reviendra, évidemment qu'on va y revenir. Bien, regardons la situation. Il m'a suffi ce matin de lire les dépêches d'agence. J'ai vu quoi ? 178 kilos de cocaïne saisis dans le port à Brest. Hier. La semaine dernière, 180 kilos de cocaïne saisis dans le port à Lorient. Jean-Michel Fauvergue, le trafic, est-ce qu'on peut dire, et je regardais les chiffres, les derniers chiffres sont de 2021, saisis par les douanes. Les saisies ont augmenté de 30% en 2021, de toutes les drogues. Hein. En ce qui concerne la cocaïne, les saisies ont doublé entre 2020 et 2021. Ça veut dire que les trafics augmentent, c'est cela ? 20 tonnes de saisies en 2022, tout service confondu. 20 tonnes en 2022. 20 tonnes, ouais. Alors, la saisie de stupéfiants d'une manière générale, de cocaïne de manière particulière, ça veut dire quoi ? Ça note l'activité des services. Oui. Ça veut dire qu'on a des services qui bossent bien, qui bossent énormément sur ces fléaux-là, d'une manière générale, la cocaïne en particulier, qui vient en général par les ports du Nord. Mais il semblerait que ça veuille dire aussi, ne nous leurrons pas, que les trafics augmentent. C'est-à-dire que si on saisit 20 tonnes de cocaïne, combien il y en a qui passent au travers du filet ? Bien sûr. Donc, c'est toujours intéressant et important de citer les chiffres de saisie, de réseaux démantelés, etc. Ça prouve que les policiers, les gendarmes, les douaniers travaillent énormément. Mais Jean-Michel Fauvergue, je fais une remarque aussi. On parle de Brest, on parle de Lorient, mais j'ai vu beaucoup de reportages sur les ports d'Anvers, sur Rotterdam, sur Le Havre, sur les grands ports, qui sont eux de grands ports, parce que ça sont... Pourquoi ? Ça veut dire que les trafiquants diversifient l'acheminement de la drogue ? Oui, parce que ça veut dire que déjà cette drogue-là vient de l'Amérique du Sud, vous le savez, via le Brésil, via évidemment la Colombie, en passant quelquefois par les Antilles françaises, et vient par la voie maritime dans des conteneurs. C'est très difficile de contrôler les conteneurs. Donc tous les gros ports qui reçoivent des conteneurs, eh bien, sont susceptibles de recevoir les ports du Nord, sont susceptibles de recevoir cette marchandise-là. Et le deuxième, et pour la France, la deuxième manière de faire venir de la cocaïne, eh ben, c'est par des injections. Je comprends. D'avaler la cocaïne. D'avaler la cocaïne, par des mules. Et en passant en particulier par Cayenne, par l'aéroport de Cayenne, etc. Et recevoir cette cocaïne. D'ailleurs, je donne un chiffre, production mondiale de cocaïne, l'année dernière, 1789 tonnes. 1789 tonnes. Elle est bien écoulée quelque part, cette cocaïne. Et elle est écoulée notamment dans les pays occidentaux, de plus en plus, avec les narcotrafiquants. Quelques mots encore avec vous, puis je fais un premier tour de table. Le trafic de stupéfiants, donc, c'est un élément, on le sait, de la grande criminalité, mais aussi de la criminalité du quotidien, de la criminalité du voisinage, puisque ça pourrit, le trafic de stupéfiants, la vie de tant de personnes dans leur quartier, dans leur immeuble. Et puis, ça génère des quantités
énorme d'argent liquide. Oui. Jean-Michel Fauvergue. Oui. Tout à fait. Le trafic de stupéfiants, c'est ça. Et là, on parle essentiellement du trafic de cannabis, mais pour la cocaïne, pourquoi pas. Il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, c'est un trafic je parle de trafic de fourmis sur le territoire national. Trafic de personnes qui sont, entre guillemets, vous m'excuserez du terme, qui ne sont pas spécialisés. C'est-à-dire que n'importe qui, sur le trafic de cannabis, peut reprendre un trafic en cours. Oui. Et ça rapporte énormément d'argent. Donc, du coup, les trafics de voies publiques se sont multipliés. Ces trafics de voies publiques pourrissent la vie des citoyens. Et drainent à peu près entre 40 et 60% de la criminalité de voies publiques, d'une manière générale et d'une manière globale. Et puis derrière, évidemment, vous avez des sommes, vous l'avez dit, des sommes importantes d'argent. Alors, nous verrons tout à l'heure quelles sont. Il y a des solutions, il n'y a pas de miracle, hein, pas de solution qui permettent d'éradiquer du jour au lendemain le trafic de stupéfiants et notamment de cocaïne. Mais il y a des combats à conduire, à mener, ça c'est évident. Je me tourne vers vous, Marie-Geoffrey Roustide. Évidemment, vous constatez cette recrudescence vous-même. Alors, en fait, en santé publique, les données chiffrées montrent que la consommation de cocaïne a été multipliée par 4 ces 20 dernières années. Donc, il y a de plus en plus de production, il y a de plus en plus de trafic, mais il y a également de plus en plus de consommation. 600 000 consommateurs par an. 600 000 personnes ont consommé de la cocaïne dans l'année, et voilà, c'est un chiffre qui a été multiplié par 4. Par contre, je trouve que ce qui est important aussi, c'est d'informer sur les risques liés à la cocaïne. Bon, Amine est un spécialiste de ces questions-là, il pourra le faire, mais il faut aussi rappeler les chiffres de l'alcool, parce que je trouve qu'on se centre beaucoup sur la question de la cocaïne, avec cette affaire Pierre Palmade, mais il y a aussi la question de l'alcool. Oublions l'affaire Pierre Palmade. Voilà, mais les jeunes et l'alcool. Les jeunes et l'alcool aujourd'hui, c'est 44% des jeunes de 17 ans qui ont eu une alcoolisation intense dans le dernier mois. Alors que quand on regarde la cocaïne chez les jeunes, c'est près de 2% qui en ont consommé dans l'année. Donc il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. Vous avez raison. Je pense que c'est important. Mais vous avez raison. Mais parfois, lorsque on parle de la cocaïne, on a toujours tendance à faire des comparaisons avec le tabac, avec le cannabis, avec d'autres drogues, avec l'alcool. Moi, je parle de la cocaïne. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'excuse pas. Les comparaisons permettent parfois de ralentir l'inquiétude, si je puis dire. Alors, moi, je ne pense pas. Non, je pense que ça ne permet pas de ralentir l'inquiétude, ça permet de reposer le débat sur des bases plus rationnelles. Bon, d'accord. Bon, ok, mais très bien. Docteur Amine Benyamina, vous voyez de plus en plus de patients venir vous voir pour addiction à la cocaïne? Oui. Évidemment. Je vais vous répondre clairement, Jean-Jacques, sur votre question, puisque vous posez la question sur la cocaïne. En effet, il y a une convergence entre le trafic, la prévalence des consommateurs dans l'année, c'est-à-dire une personne qui a touché au moins une fois la cocaïne dans l'année qui s'est écoulée, et on a 1,2 million sur la vie. C'est-à-dire, les Français ne sont pas étrangers à la cocaïne. Oui. C'est pas un produit banal. C'est pas. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que ça a été longtemps un marqueur social et un marqueur de classe. Ce n'est pas le cas. C'est fini, sur le plan sociologique, Marie le connaît mieux que moi, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête. Avant, lorsqu'on parlait de cocaïne, on parlait de gens qui avaient de l'argent, des journalistes, de Canal+, je l'ai dit, je le répète, des gens qui étaient dans l'impunité malgré leur consommation et qui très clairement exhibaient leur consommation, alors qu'on était sur un produit interdit. La cocaïne, maintenant, moi, vous me parlez de ma consultation, ce sont des jeunes de 20 ans qui ont la capacité de l'acheter parce que ça s'est industrialisé. On est sur un marché où on a l'offre et la demande, on a baissé le prix, on a diffusé partout et on a affaire à une diffusion, une installation de ce produit dans tous les oui, c'est répandu partout. Ça, c'est important. C'est 66 € le gramme aujourd'hui, la cocaïne à peu près. Écoutez, à chaque fois qu'on pose la question, quand je demande à mes patients, j'ai un nouveau prix, les prix baissent, ça dépend des périodes, ça dépend des arrivées. Ça dépend des arrivées, je le dis, sous couvert... c'est l'offre et la demande. Voilà, c'est l'offre et la demande. On est sur un marché, c'est un marché qui s'est installé, c'est un marché qui n'est pas confidentiel, et c'est un marché qui touche tout le monde, et c'est un produit qui n'est plus un marqueur social.
À mon avis, ça, c'est les éléments importants pour lancer le débat. On est bien d'accord. J'attends le témoignage de Félix Marcard dans un instant. On va observer une petite pause parce que ça vient vite. Hein. C'est la pub, mais on va reprendre justement sur la consommation, sur ce marqueur social qui n'est plus un marqueur social. On est bien d'accord puisque on trouve de la cocaïne aujourd'hui partout, même dans les plus petites communes qui sont souvent confrontées à ce drame-là et qui n'arrivent pas, qui ne savent pas d'ailleurs comment faire pour y faire face. Donc dans un instant, témoignage de Félix Marcard. À tout de suite, si vous voulez appeler d'ailleurs, ce n'est pas compliqué, 0826 300 300, n'hésitez pas. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la consommation cocaïne, on est parti de la cocaïne, on parle évidemment de tous les produits, hein, de l'alcool, du tabac, du cannabis, effectivement des drogues de synthèse, etc. Mais vous vouliez, Félix Marcard, témoigner. Qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire? Vous avez consommé combien de temps? Écoutez, moi j'ai commencé comment d'abord? J'ai pris de la drogue. J'ai commencé vers 14 ans parce qu'en fait, le moment juste avant de m'endormir m'angoissait profondément. J'avais une sorte le moment où je me retrouvais face à moi-même, face à mes émotions, et qu'il n'y avait plus de subterfuge possible pour me planquer de ces sentiments. À ce moment-là, moi j'étais très mal à l'aise. J'ai fumé un joint, j'avais 14 ans, et j'ai découvert que je pouvais passer de l'état de conscience à l'état de sommeil sans ce moment qui m'angoissait profondément. Alors je vous écoute et je comprends moi je pense que d'abord la première chose qu'il faut expliquer, c'est que l'addiction, la vaste majorité des gens n'y comprennent rien. Moi j'ai zéro expertise, je le dis souvent, sur quoi que ce soit, à part un truc. J'ai pris de la drogue tous les jours pendant 25 ans et maintenant ça fait presque 9 ans que je n'en prends plus. J'ai pris au départ des trucs comme tout le monde, j'ai fumé quelques pétards, et puis après, comme la plupart des gens, parce que vous faites une distinction entre l'alcool, le shit, la coke, etc. Moi je voudrais vous dire qu'à mon sens, en 2023, s'attaquer au problème de l'addiction en se focalisant sur une substance par rapport à une autre, la cocaïne, c'est une énorme erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, mais je vais vous répondre. D'abord, c'est fini, mon cher Jean-Jacques. N'est-ce pas, vous allez avoir la parole. Je voulais simplement dire que le trafic en plus forte, enfin la consommation qui est en plus forte augmentation, c'est la cocaïne. Pardon, mais bien sûr. Mais moi, je suis pas en train de vous dire que c'est pas le cas. Je suis en train de vous dire qu'il n'en reste pas moins. Qu'il y a d'autres drogues. Mais c'est pas juste une question de drogue. Et d'autres addictions. L'addiction, c'est souvent, pour la plupart des gens, entendu comme la résultante d'un abus d'une substance ou d'une autre. Et moi, je voudrais vous dire que c'est une connerie. Cette définition de l'addiction, c'est une ânerie. L'addiction, c'est le fruit d'une stratégie maladroite et malheureuse, mal avisée, d'évitement d'émotions inconfortables. Or, à cette aune, il est avéré que nous sommes devenus une civilisation. La modernité a fait de nous une civilisation d'addicts. Vous parlez d'addiction en vous focalisant sur les drogues, mais moi je voulais vous dire qu'on peut utiliser, pour éviter ces émotions inconfortables, on peut utiliser le sexe, on peut utiliser le sucre, on peut utiliser Netflix, on peut utiliser le boulot, les jeux vidéo, peut utiliser le sport, les jeux vidéo, etc. Et de dire, oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais écoutez-moi. Vous mettez sur le même plan. Mais je vais aller même plus loin que ça. Je vais vous dire, l'addiction qui est en train de mettre en péril l'avenir de l'humanité aujourd'hui, c'est notre addiction à la croissance, c'est notre addiction à l'énergie, c'est notre addiction au toujours plus. Mais je suis pas en train de... Non, mais pardonnez-moi, mais c'est fondamental de comprendre ça. Je ne peux pas, en une heure, aborder toutes ces addictions-là, mais je vous dis pas comprenez. Mais ça, je l'entends parfaitement, Jean-Jacques. Mais ce que je vous dis, c'est il est nécessaire de comprendre aujourd'hui que l'addiction, c'est un truc qui est en train de nous bouffer tous ensemble. Qu'est-ce que c'est l'addiction et pourquoi est-ce qu'elle s'épanouit dans notre culture? Parce que, en fait, notre culture ne fait plus son boulot. Une culture qui fonctionne, c'est une culture qui prend des enfants et qui en fait des bons hommes et des bonnes femmes. Notre culture ne fait plus ce boulot. Le résultat, c'est qu'on a des gens qui cherchent à tout prix à trouver quelque chose pour éviter ces moments d'inconfort émotionnel. Et je vous dis vraiment très sérieusement,
il faut pas. C'est une erreur de prendre certaines substances et de dire voilà, l'addiction c'est ça. Mais je ne dis pas l'addiction, c'est ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, qu'il y a une addiction. On parle de la cocaïne parce que, je vous le dis, les chiffres sont là, montrent une augmentation. Mon cher Jean-Jacques, vous savez très bien qu'on parle aujourd'hui de la cocaïne. Parce que Pierre Palmade a eu un accident de voiture il y a quelques jours. On peut pas. Mais et attendez, à juste titre. Palmade, oui. Et à juste titre. C'est pour ça qu'on parle de ça. Mais pardonnez-moi de vous dire, si je parle aussi de la cocaïne, c'est parce que si j'avais pas vu les chiffres concernant la cocaïne, je n'aurais pas fait cette émission. Je vous le dis. Donc j'ai constaté, effectivement, ça m'a alerté ce qui s'est passé avec Palmade. Mais j'oublie Palmade. Mais ce qui m'a alerté, c'est cette consommation de cocaïne. Et surtout, plus largement, c'est le trafic, c'est l'augmentation. Et c'est les nombreux reportages, justement au port d'Anvers ou au port du Havre, les nombreux reportages sur ces autour de ces narcotrafiquants qui gagnent des fortunes. Non mais je comprends tout à fait, mais ce que je vous dis, c'est que vous parlez du symptôme, alors que ça n'est pas la cause profonde. Non, mais, il faut parler de la cause profonde aujourd'hui. Non, mais Amine Benyamina. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous entendez Félix Marcard, quelle remarque faites-vous? C'est quelqu'un qui est expert de lui-même et il a raison. Oui. Évidemment. Il a une véritable expertise de son parcours et ce qu'il dit n'est pas faux. Mais ça ne recoupe pas de l'ensemble de... L'addiction est une définition très précise, c'est une pathologie. Évidemment, c'est une vraie maladie dans laquelle il y a une perte de contrôle, le comportement, comme ça a été dit, ou le produit prend possession du quotidien de la personne, dans tous ses aspects, dans tous ses... Voilà. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'addiction ne répond pas forcément à un mal-être, ou bien une pathologie, ou une anxiété. Ça, c'est important. On peut être addict par un forçage, par un entraînement, ou bien par un conditionnement, soit personnel, soit social. Ça, c'est important. L'addiction n'est pas forcément une tentative de soulagement ou une tentative maladroite d'avoir recours à un faux ami qui est le produit du comportement. Ça, c'est important parce qu'on confond parfois une autothérapie par la prise de produits, par le comportement, alors qu'on a des personnes qui tombent dans l'addiction par un mécanisme de conditionnement et un mécanisme de vulnérabilité biologique. Ça, c'est important. Oui, on est bien d'accord. Mais... vous dites, on devient addict. Bien sûr. Bon, mettons à la cocaïne, j'y reviens, on devient addict à la cocaïne. C'est un cheminement. Bien sûr. C'est un cheminement. On ne tombe pas du jour au lendemain comme ça. Il y a un contact. Oui, il y a un contact, il y a une évolution. Il y a une offre. Lorsque vous avez un produit qui est très offert, vous finissez par avoir une cible qui est plus large. Il y a du marketing derrière, il y a des populations vulnérables, il y a un prix qui baisse, et donc on augmente, entre guillemets, comme disent les économistes, l'assiette et donc la cible. Évidemment. Forcément, et ça finit par donner ce que disait tout à l'heure Marie, le nombre de consommateurs. Alors nous allons donner la parole à Marie, justement. Marie Geoffrey Roustide, oui. Pour faire écho à ce que vous veniez de dire, moi je pense que ce qui est important aussi d'un point de vue de la société, c'est de voir, si on veut revenir à la cocaïne, que la cocaïne, elle se développe aussi dans une société où il y a des injonctions à la performance en permanence. Et ça renvoie à ce que vous disiez aussi sur le capitalisme tout à l'heure et à ce que vient de dire Amine, c'est-à-dire que les dealers de cocaïne, les trafiquants, ils sont dans des logiques de marché, ils font baisser les prix, ils vendent des toutes petites doses pour qu'effectivement ça soit plus accessible à un nombre plus important de personnes. Et surtout, ils offrent parfois effectivement pour tous les produits, on le voit sur différents produits, et sur la cocaïne également. Mais ce qui se passe, c'est que c'est cette notion de performance, ces injonctions à la performance avec des personnes qui, dans nos sociétés actuelles marquées par le capitalisme, ne se sentent pas en capacité de répondre et vont pour le travail, pour travailler. On le voit, dans la diffusion de la cocaïne aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui prennent de la que vous accusiez le capitalisme d'être responsable du trafic de drogue, mais je suis pas certain. Il y a des données objectives, mon cher Jean-Jacques. Non, mais je veux bien, mais enfin, pardon, la cocaïne. Vous avez l'air pas que des cadres supérieurs qui ont besoin d'être performants. Vous comprenez pas le sens de la définition là quand on parle de capitalisme. C'est pas de ça dont il s'agit. Il y a un rapport qui a été publié en 1972, le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance, qui nous dit: chère humanité, si vous continuez comme ça, vous allez vers une situation d'effondrement civilisationnel. Qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans ? On répond à cela, on se bouche les oreilles et on fait comme si de rien n'était. Si on était dans une situation qui n'est pas une situation d'addiction,
à la croissance. On aurait, depuis lors, on a eu 47 rapports du GIEC qui nous disent que nous sommes en train de commettre un suicide civilisationnel et nous n'y faisons rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas mieux équipés, nous, en tant que civilisation, en tant que société, pour rompre avec ces pratiques, qu'un héroïnomane l'est face à l'héroïne. On est dans la même situation. On est une civilisation d'addicts et il faut arrêter de montrer du doigt la face émergée de la partie émergée de l'iceberg en disant le problème c'est la cocaïne. Le problème c'est la cocaïne, bien entendu. Mais le problème c'est la cocaïne. Le problème c'est le trafiquant. Le problème c'est le trafiquant avant tout. Non mais le problème c'est que le niveau de violence est autrement plus grave. Enfin, mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de regarder l'arbre et de rater la forêt. Bien. Amine Benyamina. Je vous écoute, Jean-Jacques. Ben non, vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit. Je vois que ce qui est dit, évidemment, c'est le principe de la société dite addictogène. C'est une part, mais c'est pas la totalité. Et c'est vrai que chacun l'exprime en fonction de son expertise. Bien sûr. Moi qui reçois des patients, tout le monde n'est pas victime du capitalisme, on est d'accord. Mais je peux comprendre aussi le facteur social et sociétal. Bien sûr. J'ai des jeunes qui ne sont absolument pas dans la performance, qui sont consommateurs de cocaïne. Ben oui, forcément. Ben évidemment. J'ai des ouvriers qui ne sont pas forcément des grands capitalistes qui reçoivent par la poste ou bien par leurs amis de la cocaïne, qui sont consommateurs de cocaïne. Je répète ce que j'ai dit, on n'est plus du tout sur le marqueur social. On est sur un phénomène qui s'est installé, qui pose un vrai problème de santé publique, un problème de sécurité, et hélas, on a un problème maintenant de diffusion de ce type de produit dans des... Nous allons d'ailleurs penser aux solutions. Parce complètement. Que, il y a des ramifications maintenant entre le terrorisme, c'est ça qui est terrible. Mais bien sûr. Entre l'émergence des fortunes chez des gamins, tout ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué cette histoire. Et la cocaïne a quelque chose de particulier. C'est un paradigme de ce que la drogue peut donner comme illusion en vérité, à la fois sur le plan de la personne et sur le plan de la communauté. C'est magique, ça rend fort de manière illusoire, ça rend riche de manière illusoire, et ça s'instille dans la société, et ça a toujours un effet positif. Vous savez ce que ça crée, Jean-Jacques ? En fait, la drogue, ça crée un sentiment de connexion au monde, de connexion à quelque chose qui nous dépasse. C'est une sensation qui est vraiment très agréable sur le moment. Il faut comprendre un truc, et ça, encore une fois, je ne suis expert que... Voilà, je n'ai que mon expérience pour parler. Mais le contraire de l'addiction, moi j'ai découvert ça après 5 ans sans drogue et sans alcool. Le contraire de l'addiction, ça n'est pas juste la sobriété ou l'abstinence, c'est la connexion aux autres, la connexion à ce qui nous dépasse, la connexion à la nature, etc. Ça peut vous paraître très abstrait, mais ça n'est pas du tout. C'est vraiment la clé du schmilblick. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui prétend, on parle de connexion toute la journée, et en réalité, on a des réseaux sociaux qui n'ont de social que le nom. En réalité, ils nous isolent, ils nous rendent anxieux, ils nous enferment dans des bulles cognitives, on ne parle qu'avec les gens avec lesquels on est d'accord. Lorsqu'on sort de ces bulles, c'est pour se foutre sur la figure avec les autres. Donc en fait, on a des réseaux qui sont fondamentalement des réseaux asociaux. Ces réseaux ont un impact sur la déconnexion, elle est partout. La déconnexion, on est de plus en plus déconnectés de nous-mêmes. On est déconnectés les uns des autres avec des conséquences dramatiques pour la démocratie. On est déconnectés de ce qu'on appelle nature, comme si le reste du métabolisme planétaire, nous n'en faisions pas partie nous-mêmes. Donc en réalité, toute cette déconnexion, elle participe de cette recrudescence de l'addiction. Et c'est de ça que je parle. Quand je pointe pas du doigt le capitalisme en disant les vilains qui nous vendent leur sac à main, c'est leur faute à eux. Je dis on est tous happés par cette déconnexion. Cette déconnexion, c'est le mal du siècle. Si vous voulez comprendre l'addiction aujourd'hui, il faut comprendre que l'addiction, c'est un problème de déconnexion. Bien, Jean-Michel Fauvergue, juste après la pub, va s'exprimer et nous dire un peu... je vais quand même revenir, mais surtout, ce qui m'intéresse maintenant sont les solutions. Bien sûr. Les conséquences et les solutions. Parce que moi, je veux bien, très bien, on a fait le constat, et le constat est là. Il y a une réalité. Je vais être un peu provocateur. Je bois un verre de rouge par jour. Est-ce que je suis addict ou pas ?
Non, alors pas du tout. Je suis pas addict. Moi, je touche à la cocaïne tous les jours. Est-ce que je suis addict ou pas? Vous savez ce que c'est pour tester? Oui. Pour tester si on est addict, vous rentrez dans un bar, mon cher Jean-Jacques, vous commandez 2 vodkas, vous buvez les 2 vodkas, et puis vous rentrez chez vous, et vous allez au lit. Et si vous arrivez à faire ça, vous n'êtes pas addict. L'addiction, c'est le phénomène par lequel on s'assoit au bar, on prend un verre, on prend un rail de coke, et ensuite on ne peut pas s'arrêter. Bon. C'est ça un addict. Très bien. Christian, tu as envie de témoigner. Il faut faire une vraie campagne de sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes. Je suis effrayé quand j'entends 8 millions de personnes qui en ont déjà consommé. 8 millions, ça paraît beaucoup. 1,2 million. Christian, mais tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Beaucoup. 2 millions. C'est déjà 2 millions. On en est à 2 millions. D'accord. Bon. Tout au long de la vie. Allez, 11h30 à tout de suite. 600 lui dans l'année. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h33. Imaginons, une personne prend un verre de vin par jour. Hein, bien, à l'habitude, est-ce qu'il est alcoolique? Alors, il ne faut jamais définir l'addiction par par la quantité du produit consommé. Est-ce que cette même personne prend de la cocaïne tous les jours, est-ce qu'elle est addicte? Elle a des chances de l'être. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en vérité, avant de parler addiction, on parle des effets des dommages liés à la consommation. Oui. Vous pouvez consommer un verre par jour régulièrement et avoir des problèmes de foie ou de je ne sais quoi avec l'alcool. Et vous n'êtes pas forcément addict au sens où, lorsque vous arrêtez, vous allez trembler, vous allez avoir envie de consommer. Vous pouvez, de temps en temps, je vous parle de ce que je sais, c'est-à-dire les patients qui viennent me voir. Bien sûr. Aller les week-ends, prendre de l'alcool et vous faire votre rail, entre guillemets, c'est compris, vous n'êtes pas spécialement addict. Si la consommation devient régulière, quel que soit le produit, et que lorsque vous êtes dans des circonstances de sortie ou de fête, ça passe toujours par la consommation, posez-vous des questions sur votre appétence. Bien sûr. Attention, l'addiction, c'est pas un terme simple. Il est un peu galvaudé, il a été marketé, c'est une vraie maladie, l'addiction, dans laquelle elle prend possession de votre vie dans tous les domaines. Bien sûr. Ce qui est important aussi dans l'addiction, c'est les raisons pour lesquelles on consomme. Et le contexte dans lequel on consomme, et pas uniquement effectivement le nombre de fois. Donc les raisons, il faut s'interroger sur les raisons. Alors est-ce que le contexte est différent pour la cocaïne, par exemple, pour l'alcool? De moins en moins aujourd'hui. Vous avez voulu faire la comparaison. Il y a un contexte qui est important, c'est que la cocaïne est interdite et l'alcool ne l'est pas. Oui. Et l'aspect social qui explique les trafics. Complètement. Et qui conditionne aussi le recours. Lorsque on fait tout ce qu'il faut pour consommer un produit interdit, c'est que la pression interne est très importante. Et on prend ces risques. Le risque pour lequel on consomme un produit interdit nous renseigne sur la pression interne d'aller la consommer, d'aller la chercher. Jean-Michel Fauvergue, sur les trafics, justement. Oui, le trafic, on le disait en début d'émission, les trafics de stupéfiants sont en forte augmentation. Oui. Bon, là, on est bien d'accord, malheureusement. Ils sont en forte augmentation parce que tous ces produits sont interdits. Vous pensez que c'est à cause de ça? Ça participe. Moi, j'étais chef des oui ou non? J'étais chef des stupes sur la Seine-Saint-Denis en 87-88. Oui. On faisait beaucoup d'affaires de stupéfiants. Ça n'a pas baissé aujourd'hui. Donc on est un des pays les plus répressifs sur les lois. Oui. C'est-à-dire les lois sont très répressives. On est un des pays les plus gros consommateurs de cannabis. Deuxième en Europe. Voilà. Cannabis, j'ai regardé les chiffres. Et les trafics ont augmenté. Pourquoi ils augmentent, ces trafics? Ils augmentent parce que, encore une fois, je le redis, 2 choses importantes. Ça ne demande pas d'être un trafiquant de stupes et de revendre, de faire de la revente de stupes. Ça ne demande aucune qualification particulière, y compris dans le banditisme, si je peux me permettre ça. C'est pas comme braquer un fourgon, par exemple, si je peux me permettre cette mauvaise comparaison. Oui, mais je comprends. Et la deuxième chose, ça rapporte immédiatement énormément de fric. Et là, je parle des trafiquants. On a beaucoup parlé des consommateurs. Je parle des trafiquants. Et moi, j'ai une vision évidemment des trafiquants, puisque j'étais pendant 40 ans policier. Et vous m'avez sans doute invité pour ça. Oui, donc, l'idée, c'est d'effectivement arriver à trouver des solutions. Mais la solution, elle sera globale. D'abord, il faut continuer à travailler sur les trafics, comme le font les policiers, les gendarmes, etc. Comme les injonctions du gouvernement aujourd'hui, du ministre de l'Intérieur, ça va dans ce sens-là. Donc, il faut continuer à les mettre en échec, à travailler aussi sur le blanchiment. On a parlé à demi-mot tout à l'heure. C'est important. Pourquoi? Parce que l'énorme quantité de fric qu'il y a fait que
par ceux qui profitent de ça sur des trafics organisés, vous allez investir à la fois dans l'économie licite, et donc vous allez prendre possession d'un certain nombre d'entreprises dans une économie licite. Donc ça, oui, ça esquinte notre système et notre modèle économique. Oui, vous parlez de narcodépendance. Vous parlez de narcodépendance dans la tribune que vous avez publiée. Vous parlez de narcodépendance. Vous rappelez qu'aujourd'hui les grands trafiquants se permettent tout, et même de menacer de mort le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Oui. Oui, on est passé à Jean-Michel Fauvergue. On est passé à un stade supérieur parce que il se brasse des milliards et des milliards, et que ces milliards, ils doivent être réinvestis. Et effectivement, dans la tribune que j'ai co-signée avec Katia Burier, qui est une élue de Seine-et-Marne, on décrit ces manières-là. Le trafic de stupes ne cessera pas parce qu'il y a des consommateurs, mais parce qu'il rapporte énormément de fric, mais combien de morts au Mexique? Combien de milliers de morts au Mexique? Mais Jean-Jacques, vous vouliez parler de solutions? On va en parler des solutions, oui. Alors une des solutions, c'est de continuer, de continuer la bataille la bataille avec les policiers, les gendarmes, les douaniers, de la continuer, parce que la République ne peut pas se permettre de reculer. Heureusement, oui. Mais c'est peut-être pas la seule aussi. Non, c'est pas la seule. Moi, je voudrais parler à vos auditeurs, Jean-Jacques. D'abord, attendez. Ouais. Je voudrais que vous abordiez l'un des axes pour lutter contre ce trafic, c'est l'argent. Essayer de toucher au maximum tous ces trafiquants, essayer de les toucher, je sais pas, à travers leur compte en banque, à travers les mouvements d'argent, à travers ça s'appelle tout cet argent liquide. Oui, ça s'appelle aussi à un certain moment, parce que ces trafiquants-là ont ensuite réinvestissent et ont un tas de patrimoine. Ça s'appelle aussi les acquis criminels, de récupérer les acquis criminels. Comment lutter contre ce trafic d'argent? Alors, c'est difficile, ça marche dans certains pays. Par exemple, avec le Maroc, ça marche pas. Les petits trafiquants, là je parle de petits trafiquants, qui réinvestissent leur argent au Maroc, c'est difficile. Il y a de la coopération, mais c'est difficile globalement et généralement de leur saisir leur avoir criminel qui sont au Maroc. Mais je vous connais. On a un vrai gros problème là-dessus. Pardonnez-moi, Jean-Jacques, je vous connais. On est aussi ici, aujourd'hui, pour tendre la main à ceux qui souffrent de l'addiction et pour essayer de leur donner des solutions. On est bien d'accord. Non, mais là, je parle des solutions pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Mais il faudrait aussi des solutions pour ceux parmi vos auditeurs qui sont des addicts. Mais on va en parler, évidemment. N'est-ce pas? Mais là, on l'a bien compris, ce sont des malades. Non, mais on est bien d'accord. On va voir comment faire. On va voir comment faire. Mais avant, je parle du trafic, là. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour lutter? La police, on est bien d'accord. Tout ce qui est trafic d'argent, circulation d'argent sale, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? La coopération internationale, bien évidemment, dans le cadre de cette lutte contre les trafics, et qui existe avec des systèmes comme Europol et Interpol, Eurojust aussi. Mais ça, c'est des choses classiques. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Après, il faut, une fois qu'on fait le constat de dire qu'on est un des pays les plus gros consommateurs d'Europe, n'ayant pas peur des mots. On est un des pays qui a la législation les plus dures en Europe, et ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on a fait ce constat-là, et une fois qu'on continue à travailler quand même on l'a vu sur les saisies, sur les trafics, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, peut-être se poser la question à un certain moment d'ouvrir un débat. Oui, d'ouvrir un débat. Comment? Parce que, je veux dire une chose... ouvrir quel débat? Ouvrir un débat sur la légalisation là, vous parlez du cannabis. On ne va pas légaliser la cocaïne. De toutes les drogues. Vous savez que le Canada envisage la décriminalisation. Vous êtes décriminalisation. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, au Portugal, le Portugal a dépénalisé. Alors, il a dépénalisé toutes les drogues depuis les années 2000. Toutes les drogues. Donc, à un certain moment, il faut voir ce qui se fait à l'étranger. Il faut voir si ça fonctionne, et il faut voir si ça fonctionne sur les réseaux de voies publiques qui pourrissent la vie des gens au bas de l'immeuble. Oui, ça c'est sûr. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et légaliser sont deux choses différentes. Il y a un terme important, mais qui n'a pas été dit, mais qui est évidemment su. On change de focus. Lorsqu'on parle de dépénalisation, lorsqu'on parle de solutions, on se décentre. On ne parle plus de trafiquants, on parle des personnes victimes du trafic. On parle des drogués, entre guillemets, pardonnez-moi. Et quand on dépénalise, c'est-à-dire on
on prend en compte la personne souffrante avec la drogue et on ne la criminalise pas, on met en place. Et pour autant, on n'envoie pas le signal d'innocuité de la drogue. C'est ça qui est très important. C'est ce que vos auditeurs doivent entendre. Ce n'est pas parce que moi, en tant que médecin, Marie-Geoffrey Roustide, en tant que sociologue, ou monsieur en tant que grand flic ou ancien grand flic, on n'est pas là à faire le prosélytisme. On est sur des positions dites pragmatiques. Et on a vu ce qui se passe ailleurs. Le Portugal n'est pas un pays laxiste, hein, mais il est en train d'engranger parmi les résultats les plus intéressants en matière dans son expérience. Ils ont 3 fois moins de consommateurs de cannabis qu'en France. Sauf que l'erreur, c'est la dépénalisation. Sauf que l'erreur, c'est la dépénalisation. C'est la dépénalisation. Il faut légaliser. C'est la légalisation. On récupère l'argent. Bien sûr. Non, mais pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils ont eu peur. Mais pourquoi les deux du terme légalisation qui est un gros mot, quoi. Sur le Portugal, hein, il faut revenir sur l'histoire du Portugal et ce que montrent les enquêtes scientifiques sur cette question-là. C'est très important là ce que vient de dire Amine, c'est-à-dire que quand on décriminalise ou quand on légalise, c'est avant tout pour des raisons de santé publique, pour limiter les risques pour les consommateurs. Effectivement, la question, vous avez raison, sur la dépénalisation, c'est que ça ne règle pas la question du trafic. Pour la légalisation, alors c'est pas la cocaïne, c'est le cannabis. Au Canada, par exemple, ils ont légalisé le cannabis avec un encadrement très fort. La consommation de cannabis a diminué chez les jeunes avec cette légalisation, et les produits qui sont proposés sont contrôlés et donc moins à risque. Dernier point, ça a un effet également, la légalisation, sur le trafic, puisque les anciens trafiquants de cannabis ont été réinsérés sur le marché légal. Ceux qui n'avaient pas de grosses exactement. Très bien. Et ça veut dire que alors moi j'ai une question à vous poser, Marie-Geoffrey Roustide, une question un peu provocatrice. Vous parliez tout à l'heure des jeunes et de l'alcool. Oui. On est bien d'accord. L'alcool, les jeunes peuvent s'en procurer sans problème, très très facilement. On est bien d'accord, il est presque légalisé l'alcool. Ça n'empêche pas l'augmentation de la consommation chez les jeunes. Parce qu'en fait, la légalisation... il est mal encadré. L'interdiction de faire de la publicité, l'interdiction de vente au moins de 18 ans. Différents modèles de légalisation. Et par exemple, sur le Canada, il faut vraiment un modèle de santé publique. Alors, ça, c'est très important. L'alcool en France, c'est une vaste hypocrisie, pour une raison toute simple, parce que les lois concernant l'alcool sont dictées, prescrites par le lobby de l'alcool auprès des parlementaires et des gouvernants. C'est une réalité absolue. On fait semblant de mettre en place des campagnes, mais on sait parfaitement... Si, on n'en fait pas beaucoup. Il y a quelques mesures... Il n'y a pas une émission de télévision sur les vins, parce que... Dès qu'on parle du problème de l'alcool en France... Je vais finir juste mon argumentaire, si vous me permettez. Alors moi, je suis à la tête d'une fédération. Nous sommes allés voir plusieurs fois les ministres, notamment, pour demander, par exemple, l'augmentation du cryptogramme des femmes enceintes, pour que ça soit une information. Ça n'a pas été retenu parce que le lobby et parce que les alcooliers l'ont refusé. Nous avons mis en place des campagnes pour éviter que l'alcool soit vendu aux gamins de moins de 18 ans. Ça n'a jamais été suivi d'effet. Il y a un certain nombre de mesures toutes simples, et ce n'est pas tuer la viticulture ou je ne sais quoi. Non, mais ça, on est bien d'accord. Non, je parle de mais ça. Vous savez très bien que... Mais on parle d'un acquis culturel. Dès qu'on s'attaque à l'alcool en France, on dit vous n'allez pas... Mais c'est pas antinomique. Non, c'est pas antinomique. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le problème. Justement. C'est pas le problème. Le problème, c'est que l'alcool, tout le monde peut en acheter. Ben oui. Voilà. Bon. C'est pas interdit. Il ne faut surtout pas le faire. Il ne s'agit pas de l'interdire. C'est pas suffisamment. Je pense qu'il faut faire attention aux termes. C'est-à-dire que la question, c'est pas interdit, c'est encadré. Et donc, par exemple, je reprends l'exemple. Voilà, exactement. Je reprends. Même les gamins. Oui, mais le tabac, justement, la politique de la France sur le tabac avec la loi E20 qui encadre beaucoup plus la consommation de tabac que d'alcool, la consommation de tabac chez les jeunes a bien reculé. Sur le cannabis, pour comparer avec le Canada, au Canada, ils ont légalisé le cannabis, mais ils l'ont encadré très strictement. La publicité sur le cannabis est interdite. En France, on a un marketing alcool qui est très fort, qui cherche à toucher les jeunes. Il y a des travaux, par exemple, de Karine Galopel-Morvan là-dessus, qui sont très intéressants. Et donc, en fait, les jeunes sont exposés en permanence à des signaux pour consommer de l'alcool. Juste préciser qu'au Canada,
évidemment, la vente de cannabis aux mineurs est absolument non seulement interdite, mais en plus les sanctions sont très fortes. Hyper criminalisées. Ça va à plusieurs millions d'euros d'amende, plus une dizaine d'années de prison, je crois. C'est ça, donc ce n'est pas du laxisme. Bon. Il est 11h47, on va prendre Christian quand même, parce qu'il est là, il attend depuis un petit moment et je veux lui donner la parole. À tout de suite. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Christian est avec nous à Toulouse. Bonjour Christian. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Alors, quelle solution selon vous, Christian ? Bon, alors juste une chose, d'abord, je suis très content de vous entendre parce que vous êtes vraiment un plus pour Sud Radio. Merci Monsieur Bourdin. Merci Christian, merci, ça me fait plaisir. Allez, allez-y Christian. Bon, alors moi, mon point, il est le suivant. Enfin, j'ai 2 points. Oui. En fait, le premier point, à partir de ce qu'on est en train de... On est en train d'assassiner Monsieur, comment il s'appelle, Pierre Palmade sur tous les réseaux sociaux. Bon, je veux bien qu'on en dise du mal, mais pour moi, le gros problème, c'est 2 problèmes. Le premier problème, c'est le fait qu'on ne punit pas assez, et je vais être en désaccord certainement avec certains des gens qui sont autour de vous, on ne punit pas assez les gens qui consomment autour de nous, dans notre société, que ce soit autour des écoles, dans les professeurs, mais pas que dans le milieu artistique, dans l'entreprise, partout. Plein de gens consomment de la drogue. On parle de 8 millions pour la coke à la radio, je ne sais pas si c'est pas exagéré. Et dans 8 millions, vous allez un peu fort, là. Hein. Bon, enfin, j'ai entendu ça ce matin. Oui, je ne sais pas qui a donné ça, ce chiffre qui est faux. Enfin bon, mais on va dire des centaines de mille. Oui. Et aujourd'hui, on tombe sur ce pauvre Pierre Palmade, sans dire... Bien, Christian, vous dites, il faut punir plus et il faut une vraie campagne de sensibilisation auprès des jeunes. Alors exactement. On va parler. Mon deuxième point, c'était une campagne de sensibilisation auprès des jeunes, à l'école, au collège, au lycée, etc. Voilà. Mais pas une campagne qui dure simplement une semaine. Qu'elle soit répétitive. Mais oui, je comprends. Alors, punir plus, Michel Fauvergue. Alors, punir plus le consommateur, hein, Christian a dit le consommateur. Il faut savoir que les policiers et les gendarmes ont fait des tas de procédures, et moi, ma culture personnelle, j'en ai fait des procédures, et à un certain moment, quand vous faisiez une procédure avec un consommateur et un dealer, le dealer était lâché, tandis que le consommateur était gardé pour injonction thérapeutique. Donc, on marchait sur la tête. Ça a changé, ça. En 2008, j'étais député à l'époque et je l'ai voté. On a voté l'amende pénale forfaitaire sur les consommateurs de stupes. Au départ, l'amende était de 300 €. On l'a baissé à 200 €. Moi, j'étais plutôt pour l'augmenter vers 1200 €, mais bon, j'ai pas été écouté dans ce domaine-là. Donc, ils sont punis par l'amende pénale fixe, les consommateurs aujourd'hui. Et c'est une solution qui est encore... Est-ce que des amendes sont dressées? Oui, elles sont dressées. Par contre, est-ce qu'elles sont recouvrées? Est-ce qu'elles sont recouvrées? Moins de 10%. Moins de 10%, oui. Non, elles sont à 30%. Mais ça veut dire 70% qu'ils ne le sont pas. Donc l'efficacité est moyenne. C'est une efficacité moyenne, mais il faut augmenter en efficacité. Ça ne veut pas dire que l'outil est pas bon. Mais les policiers ont beaucoup de choses à faire. Jean-Jacques, on peut pas faire une émission entière sur l'addiction sans parler des solutions. Parmi vos auditeurs, vous parlez des addicts comme si c'était une sorte de race à part de l'humanité. Parmi vos auditeurs, il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont un problème avec la drogue et l'alcool. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, passer un peu de temps à leur dire qu'il y a des solutions. Il vous reste 2 minutes. Il y a des solutions aujourd'hui. Alors, quelles solutions? Donc, on peut aller voir les éminents médecins. Évidemment, les addictologues. Les addictologues, mais on évidemment, peut il faut aussi, aller les voir. La plupart d'entre nous qui nous guérissons petit à petit de l'addiction, nous avons trouvé d'autres gens qui, comme nous, étaient passés par la toxicomanie, ou l'alcool, l'alcoolisme, et qui s'en sont remis en se réunissant à intervalles réguliers. Il y a ce qu'on appelle des groupes d'entraide. La pérédance. Il y a une partie fondamentale de la maladie de l'addict ou de l'alcoolique, c'est la honte et le déni.
Ils ont honte de l'admettre. Et donc, ils prétendent qu'ils contrôlent. Ah, moi, je contrôle, je prends X verres par jour, ou moi, c'est juste un petit rail par-ci, par-là. Et le jour où ils s'aperçoivent qu'ils sont dans l'addiction, ils n'osent plus en parler, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls, ils sont uniques. On parle de la, de la maladie d'être unique. Moi, je veux dire à tous ces gens qui nous écoutent, vous n'êtes pas tout seuls. On est des centaines de milliers, voire des millions, bien sûr, des millions dans le monde qui avons guéri de l'addiction. C'est possible pour vous. Allez sur Google, il y a des groupes d'entraide, alcool, mais il y a aussi les fameux centres de soins, d'accompagnement, de prévention en addictologie. 4800 personnes qui travaillent dans ces centres de soins. Ça fonctionne aussi. France, ça fonctionne aussi. C'est des solutions qui sont complémentaires, mais ce qui est très important par rapport à ce que dit monsieur, c'est sortir de la honte, sortir de la stigmatisation. Bien sûr. Et c'est pour ça que punir plus, ça empêche de parler. Et c'est vraiment important de punir moins les consommateurs, se centrer sur les trafics pour que les personnes puissent parler. On n'arrive pas à punir. Mais il faut que les gens puissent parler. Disons la réalité. Jean-Jacques, il faut que les gens puissent parler. Il faut que les gens arrêtent de penser. Moi, quand j'étais à un moment, je me suis aperçu, merde, je suis complètement accro. Mais là, j'avais tellement honte de ça, je pensais que j'étais tout seul. Je pensais que j'étais le seul à avoir ce problème. Et donc, le jour où j'ai compris qu'en fait, je pouvais tous les jours me retrouver avec d'autres gens qui souffraient d'addiction et en parler, ça m'a complètement libéré. Sur les patients que vous voyez, quel est le pourcentage de celles et ceux qui sortent? Ceux qui passent chez nous, pour ce qui est de la cocaïne, on a au moins une moitié. Qui sont abstinents au-delà de 1 an. Au-delà d'un an. Et ensuite, vous savez que le process des personnes qui ont une dépendance, une addiction, quand on vient chez moi, c'est qu'on a passé évidemment toutes les épreuves et que finalement ça n'a pas marché. Parce qu'avant de devenir addict et d'arriver dans un niveau 3 comme chez moi, il y a de la prévention, il y a de l'aide. Et donc, lorsque ça... aide, les groupes de parole. La prise en charge ambulatoire, et ensuite, quand ça... Il y a aussi les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques. Hein. Il y a les CARUT, ça. Donc ça, ce sont des structures... Ensuite, à ce moment-là, donc c'est un travail, c'est la rencontre entre une personne, dans une équipe, et on l'accompagne avec des rechutes, des faux pas. C'est que pour arrêter, s'il n'y a pas de rechute, c'est qu'il n'y a pas d'addiction. Il y a beaucoup d'éléments de cette nature. Donc il faut de la patience, de l'investissement et un retour sur investissement. C'est pas simple. On met du temps pour devenir addict, on met du temps pour s'en sortir, et ensuite on est dans un chemin à deux constant. Constant, après, oui. On doit être constamment accompagné après. Complètement accompagné. Et puis, oui, mais on n'est pas obligé d'être accompagné toute sa vie dans une structure hospitalière. On peut vraiment, aujourd'hui, moi je vous dis un truc incroyable. Pour changer les comportements humains de manière sensible et dans la durée, il n'y a que 2 choses qui font ça. 2. 1, la douleur. Donc pour se guérir de l'addiction, il faut toucher le fond de la piscine. Et la deuxième chose, c'est la connexion. Il faut retrouver d'autres gens, il faut retrouver... Et ça peut être... les études le montrent. Le contact, par exemple, avec les animaux à la campagne, ça marche vachement bien avec les addicts. Il y a plein de manières. Mais pour guérir de l'addiction, il faut comprendre un truc. C'est fondamentalement une affaire de connexion, mais de vraie connexion, de connexion en profondeur. Bien, il est 11h58, merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 11h58, ensuite, après les informations de midi, je vais recevoir Yvan Ricordeau, qui est le numéro 2 de la CFDT, évidemment. On parlait de la réforme des retraites. Les syndicats qui commencent à en avoir assez du spectacle donné à l'Assemblée nationale, et ils commencent à le dire d'ailleurs, c'est très intéressant. Et ils ont raison... Jean-Michel Fauvert, qui avait été député. C'est même plus une cour d'école, c'est un ring de boxe. C'est lamentable.